Bienvenue dans Himitsu Rétro. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu plus, on va dire technique, dans le sens où on va parler des codes du manga. Je vais pas parler spécifiquement des codes graphiques, je vais parler des codes en termes d'écriture. Comme vous le savez peut-être, pour ceux qui ne le savent pas, il y a plusieurs catégories de manga. Il y a le shonen, le shoujo, le seinen, il y a tout un tas de catégories. Ces catégories ont une fonction propre en termes de destination de clients. Aujourd'hui, on va parler des shonen. Shonen qui veut dire à la base jeune garçon. Donc ce sont des mangas à la base destinés pour du préadolescent adolescent. Donc c'est des séries à partir. Alors au Japon, ils considèrent que c'est des séries à partir de 10-12 ans et en France, on considère que c'est à partir de 8 ans. Mais bon. Pour vous donner un exemple, dans les shonen les plus connus, vous avez Dragon Ball, Naruto, One Piece, Bleach et compagnie. Faut savoir que simplement dire clac shonen, hop, c'est juste une destination de public. Non, il y a des codes au niveau de l'écriture. On n'écrit pas un shonen n'importe comment. Il y a certains prérequis, il y a une structure dans l'écriture. C'est ce qui fait que quand vous lisez beaucoup de shonen, par exemple, au bout d'un moment, vous avez des impressions de déjà-vu où vous anticipez ce qui va arriver parce que, sans vous en rendre compte, vous avez intégré ces structures. Ces structures n'est pas fixe. Il y a quand même une certaine liberté. Mais surtout, celle-ci évolue. On va parler de cette évolution. Moi, je suis né à l'ère du Shonen Dragon Ball. C'est-à-dire que quand on définit les codes du Shonen, on dit oui, c'est les codes de Dragon Ball. Donc, à l'époque, Dragon Ball était l'afférence du shonen moderne, puisqu'il existait déjà du shonen avant, Goldorak c'est du shonen, hein. Ce qui a été fait avant Dragon Ball était considéré comme étant le shonen dit classique. Maintenant, ça a décalé, c'est-à-dire que le shonen à la Dragon Ball est devenu le shonen classique, et maintenant on a un shonen dit moderne, qui est apparu sur la fin des années 90, début 2000. Et si on considère que tous les 20 ans, il y a un renouveau de la structure du shonen, ça veut dire que maintenant qu'on est en 2021, on a dû attaquer une nouvelle structure. Donc on va essayer de voir ça. Qu'est-ce que les codes du shonen à la Dragon Ball? Les codes du shonen à la Dragon Ball, c'est-à-dire que vous avez un personnage qui est différent des autres, que ça, par son background, ce n'est pas obligatoirement lié à son apparence. Comme je vous dis, je ne parle pas de code graphique, je parle de structure narrative. Donc, le héros est différent au niveau de son background par rapport aux autres. Par exemple, dans Dragon Ball, Son Goku est un Saiyan, c'est un extraterrestre, là où tous les autres sont des terriens. Oui, oui, même Tenchin Han avec son troisième œil, c'est un terrien, il fait partie du clan des trois yeux. Et donc vous avez le personnage central qui est différent des autres. Il va s'entourer, on va dire, d'une équipe ou d'un groupe d'amis qui va l'aider dans ses combats. Donc là, pareil. Donc, comment se forme ce groupe d'amis? Là, c'est quand même libre au niveau. Bon, Dragon Ball, il faut savoir un truc, c'est dans Dragon Ball, la Z-Team, ils sont pratiquement tous à la base des ennemis de Sangoku. Ils ont, à un moment ou à un autre, été un ennemi de Sangoku, hein. Yamcha, à la base, c'était un voleur, il avait attaqué Sangoku, puis bon, ils avaient fini par devenir amis. Krillin, au début de leur apprentissage chez Tortue Géniale, Krillin considérait Goku comme un ennemi parce que lui, il avait dû galérer pour se faire accepter, alors que Goku, en gros, ah, t'as été pistonné, c'est parce que ton grand-père était l'élève du maître, machin. Il le considère un peu comme un ennemi, il voulait toujours être plus que lui. Petit cœur, fils c'était son ennemi. Qu'est-ce qu'on a ensuite derrière? Vegeta, c'était son ennemi. Bon, Sangohan, c'est son fils, mais dans l'ensemble, ce Tenchin Han, c'était son ennemi aussi. C'était quand même le disciple du frère de Tortue Géniale, avec qui il s'entendait pas. À la base, ils étaient ennemis aussi. Alors, ennemis, rivaux, choses comme ça, mais là, c'est le cas de Dragon Ball. Donc, tu as un groupe de gens qui doivent combattre une succession d'ennemis. Donc, on a des phases de leveling, liées soit à de l'entraînement, soit qui est souvent lié à l'entraînement, c'est-à-dire que vous avez l'entraînement
hyper... le truc aberrant qui sort de nulle part, mais qui rend ton personnage super fort, qui lui permet de faire du leveling, et le fait de se relever après d'une défaite en étant encore plus fort. Attention, je ne parle pas des transformations, parce que les transformations sont vraiment inhérents à Dragon Ball. Si vous prenez... Alors, il y a aussi un autre truc, c'est le fait que dans le code Shonen Dragon Ball, les personnages féminins, ben, ils sont là pour... soit pour être amoureuses du héros, soit pour déclencher une quête parce qu'il faut aller la sauver, parce que cette gourdasse, elle s'est encore fait kidnapper. C'est vraiment... on n'a pas de personnage féminin fort dans le Shonen Dragon Ball. Et ça, c'est une des premières choses qui va changer à terme. Alors, si vous prenez cette structure et que vous l'appliquez à d'autres shonen de l'époque, par exemple, si vous l'appliquez à Senseiya, c'est complètement ça. C'est-à-dire, Saori, elle se fait tout le temps kidnapper, les mecs, c'est une déesse guerrière, mais elle peut pas faire 2 mètres dans la rue sans se faire kidnapper. Les héros, ils en prennent plein la gueule, ils se relèvent plus puissants. C'est le code à la Dragon Ball. Alors, le problème, c'est que Senseiya et Dragon Ball se chevauchent plus ou moins en termes de date, donc c'est un peu compliqué de dire qui vraiment a ancré les codes avant l'autre. Surtout que quand vous regardez Dragon Ball, avant d'arriver à ce code-là, ça a pris du temps. Mais Dragon Ball a eu plus de succès, c'est pour ça qu'on applique la formule code Dragon Ball. Alors, comme je disais, pareil au niveau des filles, dans Dragon Ball, Bulma a la beau être la plus intelligente et la plus riche de la planète, en termes de combat, elle vaut rien, il faut la protéger. Alors, par contre, ils en ont fait une femme forte de caractère. Chichi, qui elle, pourtant sait combattre, elle reste une humaine normale. Donc, du coup, pareil, c'est son caractère qui fait qu'elle est un personnage qui a de la constance ou et compagnie, mais dans l'ensemble, et on le voit, parce que les autres personnages féminins, à force, dans la série, ont fini plus ou moins par disparaître. C'est-à-dire qu'en dehors de Bulma, Videl, Bulma, Chichi, Videl, C18, les autres, ça a disparu. Hein. C'est vraiment... Et c'est pareil, quand vous regardez bien, même celles qui sont combattantes, Videl, elle a beau être combattante, il y a un moment donné, bon, elle arrive à ses limites, et si Sangohan il n'est pas derrière pour la sauver, ça va mal se passer. Donc là, ça vient une raison de montée en puissance du héros. Parce que oui, parce qu'à la base, dans la deuxième partie de Dragon Ball, celle qu'on appelle dans l'anime Dragon Ball Z, c'est Sangohan qui devait être le héros. Mais comme les fans préféraient Son Goku, bah, petit à petit, ça a orienté le scénario. Mais à la base, Sangohan, c'était vraiment le mec, et d'ailleurs on le voit, celui qui bat Cell, c'est Sangohan. C'est pas Sangoku. Mais dans la troisième saison, bah, malgré sa grosse montée en puissance, c'est quand même à Sangoku de finir le job parce que les fans veulent que ça soit Sangoku le héros. Et donc voilà, après vous prenez C18, oui, elle c'est un peu différente. À la base c'était une ennemie, elle devient la femme de Krillin, elle est balèze, elle est quand même plus forte qu'un Super Saiyan. Mais ça c'est pareil, de dire ouais elle est plus forte que tel grade, non, ça c'est de la connerie. Il faut savoir que les transformations ce sont des multiplicateurs. C'est-à-dire que si ton niveau de base augmente, quand tu te transformes, tu es plus fort. Donc maintenant je pense que C18, même en Super Saiyan, ils l'éclatent. Parce qu'ils sont devenus plus forts dans leur niveau de base. Mais bon, c'est vrai que C18, il y a le truc, c'est qu'elle, t'as pas vraiment besoin d'aller la sauver, elle se démerde toute seule en général. Mais elle reste... elle n'intervient pas tant que ça. Dans Dragon Ball Super, ils la font participer au tournoi du pouvoir, j'ai trouvé ça sympa. Mais autant dans l'animé, elle a éliminé pas mal de monde, donc c'était sympa, mais alors dans le bouquin, c'est un peu anecdotique. Et donc on va parler maintenant donc du manga moderne, celui qui est donc fin 90, début 2000, et là on arrive One Piece, Naruto, qui sont les séries phares qui ont commencé à l'époque. Et c'est là qu'on voit l'affluence de Dragon Ball, c'est que les deux séries, si vous prenez le début de ces deux séries, dans ces deux séries, ils reprennent vraiment les codes Dragon Ball, et petit à petit, ils ont commencé à changer des choses, et ils sont devenus la nouvelle référence. Alors,
One Piece, Oda ne s'est jamais caché qu'il était un grand fan de Dragon Ball. C'est ce qui fait qu'on retrouve énormément de choses dans la structure de One Piece qui rappellent Dragon Ball. Le fait que Luffy enchaîne les transformations, les gears, que son équipage qui se met autour de lui, bon, là à la base, c'est pas des ennemis, c'est vraiment les mecs, il en a fait ses équipages, les membres de son équipage, et le fait que les filles, à la base, sont pas fortes. Son amie, au début, elle n'est pas combattante. Elle n'est pas considérée combattante. Il faut la protéger, il faut la sauver. Dans la première saison, quand on va dans son village à elle, c'est-à-dire que c'est seulement à partir du moment de l'arc Arlong que Nami fait vraiment officiellement partie de l'équipage. Elle combat pas, voilà, faut l'aider, faut la sauver, compagnie. Nami devient un personnage combattant, vraiment combattant, à partir, on va dire, pour moi personnellement, à partir d'Alabasta. Et encore à Alabasta, vous aviez Vivi qui combattait. Mais bon, Vivi est un membre d'équipage, on va dire, honorifique, puisque elle a repris sa place de princesse. Et c'est là qu'on voit qu'on commence à avoir un changement. C'est que Nami devient une combattante, il récupère Robin, Robin se bat, ils récupèrent Carotte, Carotte est une combattante. C'est-à-dire que maintenant, les personnages féminins combattent et ils sont capables d'éliminer quand même des ennemis importants. Alors pas le big boss, ça reste réservé aux héros, mais leur contribution, on va dire, dans les combats n'est pas négligeable. Et ça, c'est une première évolution des codes du shonen. Vous prenez Naruto, c'est pareil. Au début, Sakura, bah ouais, elle est intelligente. On dit qu'elle est douée avec le genjutsu, sauf qu'on la voit plus désamorcer des genjutsu qu'en faire. C'est-à-dire, je crois dans les films, on la voit des fois faire du genjutsu, mais dans l'ensemble, moi, dans les bouquins, je l'ai toujours vu déjouer un genjutsu, pas en faire un. Et niveau combat, honnêtement, Sakura, si elle ne s'était pas entraînée avec Tsunade, je pense qu'elle serait restée probablement Genin toute sa vie. C'est en termes de puissance, c'est pas ça. Et c'est là qu'on voit le changement. Dans l'animé, vous avez un trou entre Naruto et Naruto Shippuden, un trou de 2 ans et demi, durant lequel Sakura va s'entraîner avec Tsunade, et donc c'est là qu'elle va acquérir le ninjutsu médicaux et aussi sa puissance de combat. Et bon, je crois que c'est quelque chose comme, je ne sais plus à quel numéro de tome ça correspond dans les mangas, et c'est là surtout qu'on voit le changement de code, c'est que maintenant, les personnages féminins doivent avoir une vraie contribution, ils doivent être forts. Parce que même quand vous regardez dans Naruto, les autres filles, même celles qui ont, quand vous prenez l'examen Chunin, bah vous prenez Ino, oui, ses capacités, pouvoir se transposer, machin, tout ça, mais du coup, ses coéquipiers sont obligés de la protéger parce qu'elle est, elle est exposée. Et donc du coup, ça la rend pas, oui, en tant que personnage de support, oui, mais sinon, en termes de combat, pas terrible. Donc Sakura, déjà fait. Tu prends Hinata, pareil, elle était considérée comme la ratée de son clan. Elle n'a pas la moitié du niveau de Neji. Sa timidité fait que c'est pareil, tu te retrouves, elle se retrouve régulièrement dans des positions de faiblesse. Et ça, c'est quelque chose qui va changer. Hinata évolue avec l'âge, elle monte en puissance au niveau du scénario. Et tout ça, que vous prenez chaque personnage féminin de Naruto au niveau de ceux de la génération de Naruto, hein, on va pas compter les profs, tu t'aperçois qu'au début, ils sont l'archétype du shonen à la Dragon Ball où, ouais, ok, bon, les mecs, faut qu'on protège les filles parce que c'est pas ça, il y a à faire, et petit à petit, non. C'est elles qui finissent par protéger les mecs, elles deviennent vraiment importantes. Et c'est là qu'on rentre dans le shonen moderne, dans le sens où on a de vrais personnages féminins qui sont importants dans le scénario, pas uniquement pour être la girlfriend de tel ou tel personnage, ou pour créer un drama ou quoi que ce soit, non. Elles sont devenues des personnages combattants,
important. Elle se contente plus au mieux des troufions. Maintenant, ça va beaucoup plus loin. Bon, il y a quand même encore un côté girlfriend et drama. Et c'est là que je voulais dire, c'est-à-dire que One Piece Naruto, la génération One Piece Naruto, vous avez cette évolution, que le personnage féminin évolue beaucoup plus qu'à l'époque de la génération Dragon Ball. C'est-à-dire, même vous prenez Bleach, vous prenez Orihime, bah, au début, elle est victime, elle se fait agresser par un holo qui est son frère, qui est son frère décédé. Elle acquiert ses pouvoirs, elle a un pouvoir de défense et de guérison, donc un pouvoir de soutien. Même quand elle acquiert un pouvoir d'attaque, bah, elle fait pas grand-chose avec, elle finit même vite par se le faire briser. C'est-à-dire pendant... Bleach est quand même très ancré code Dragon Ball, dans le sens que quand vous prenez le personnage de Orihime, elle est là pour du scénario. Son soutien est important, mais ça reste du soutien. Elle n'est pas un personnage de première ligne. Alors qu'à la base, vous prenez Rukia. Bon, au début, elle est affaiblie, donc le héros doit la protéger, machin et compagnie. Puis quand après qu'elle récupère ses pouvoirs, elle monte en puissance. Rukia, d'où vient par contre, elle, un personnage de shonen moderne, où elle va en première ligne, elle va combattre des ennemis puissants, et compagnie. C'est-à-dire que vous avez dans le même manga, vous avez les deux archétypes. Pour vraiment vous dire, on est à la frontière. Donc le problème, c'est que maintenant, bah, ces codes-là vont évoluer, et donc vont devenir du classique, la base de soutien des nouveaux shonen. Donc le problème, c'est que qu'est-ce qu'on a comme gros shonen à l'heure actuelle? Peut-être Demon Slayers, qui est le gros shonen du moment, peut-être. Et comme j'ai toujours pas regardé, donc je peux pas dire, mais bon, je pense que d'après ce que j'en ai vu, vous me direz en commentaire, mais je pense qu'on est dans une phase de modification du code d'écriture du shonen, parce que j'ai quand même l'impression que dans cette série, les personnages féminins, ils sont pas juste là pour faire joli. C'est l'impression que ça me donne, mais comme je dis, j'ai pas regardé. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais prends l'attaque des Titans. Euh, oui, bah, alors, pour ce que j'ai lu de l'attaque des Titans, alors déjà avec l'attaque des Titans, j'hésite à le classer shonen. Moi, j'ai plus tendance à le classer seinen. Donc ce qui veut dire une autre structure d'écriture. Mais comment elle s'appelle déjà? Mikoto, Makoto? Non, je sais plus comment elle s'appelle. Celle qui près du héros. C'est pareil, si vous regardez son background et son évolution, ça reste classique. Amoureuse du héros, c'est la fille forte, mais bon, forte et froide, mais bon, forcément, elle a presque été victime de viol quand elle était gosse, donc forcément, enfin, je veux dire, c'est pas encore ça. On n'est pas sur une évolution. Pour moi, on n'est pas encore sur une évolution. On reste quand même encore beaucoup sur un schéma classique. Bon, ça sera tout. Je vous laisse mettre en commentaire plein de choses sur ce que je viens de dire. Ça sera l'occasion d'en discuter avec vous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous, le pouce bleu et partagez aussi. C'est bien. Faites partager mes vidéos un peu, ça serait sympa. Et je vous dis à la prochaine. Bye.